Pas ce soir, je dîne avec mon père. De Marion Ruggieri. Chapitre 4. Vendredi soir, 21 ans. Nous sommes assis à notre table d'angle habituelle. À l'heure qu'il est, mes joues doivent probablement se fondre dans le cramoisi des rideaux. Je ne savais pas comment lui annoncer la nouvelle, alors j'ai pris n'importe quelle conversation en marche, ignorant tout de sa destination. Papa, j'ai un nouveau fiancé. C'est drôle parce qu'il est né le même jour, du même mois, de la même année que toi. J'ai dit ces derniers mots comme on percute un mur, avant d'ajouter « Et j'habite chez lui ». J'ai tout de suite adopté son appartement, qui pourrait en accueillir 4 comme ma bonbonnière d'étudiante, et collé mes affaires dans son placard. Ce que j'apprécie chez Georges, c'est que cela fait famille, et pas garçonnière. Vieille grotte pleine d'écho où telle conquête a posé la moquette, telle autre les étagères de la cuisine, et où chacune a tenté péniblement, après bien des tractations, de marquer son territoire, d'en remettre une couche, transformant l'appartement en site archéologique et la dernière arrivée en spéléologue ou en chef des fouilles. Sous ce château Napoléon, on trouve les fortifications de Philippe Auguste, qui reposent sur une cité gallo-romaine qui a préservé une tombe de Francs qui recouvre des fossiles de crevettes du Tertiaire. Sous le tapis persan, rapporté d'Iran par Marie, on découvre des restes du jonc de mer qui arrache les pieds, posés par Nat la perverse, qui lui-même recouvrait le très joli plancher en bois clair, typique du règne de Djémila II, que l'on retrouve d'ailleurs dans la salle de bain. Et puis, chez Georges, il fait chaud dans la salle de bain. Le frigo est toujours plein, les éclairages sont chiadés, et il y a de vrais meubles et un tas d'objets. Mais tout n'était pas gagné d'avance. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé laid. Enfin, non. La première fois que je l'ai vu, je ne l'ai rien trouvé du tout. Il était drôle, j'étais troublée. Je voulais travailler et il pouvait me conseiller. C'est ensuite que j'ai commencé à le trouver laid, quand je me suis intéressée à lui. Et plus il m'intéressait, plus il devenait laid. Quand j'ai fini par l'envisager, j'ai prévenu mes copines. Il est laid. Pire, il est chauve. Elles me l'ont rappelé à chaque dîner, les 7 ans qui ont suivi, et encore aujourd'hui. Il faut dire qu'à 20 ans, un chauve, c'est l'aventure. Pour être précise, Georges n'était pas tout à fait dégarni. Il lui restait une frise de cheveux, un périphérique et une petite ceinture. Mais c'était la première fois que j'observais de près un crâne vivant. Ses bosses, ses nuages de taches, ses petites peaux. Sur son shampoing que je me gardais bien emprunté était écrit le mot « squam ». Car le soleil est traître pour les chauves, qui, comme tous les amputés, oublient que quelque chose s'en est allé. Cela les rend fragiles, ce temps qui les rattrape et les prend par surprise et par derrière. Susceptible aussi. Georges avait 2 veines en forme de V qui partaient de la racine du nez, un nez sensuel et boulé pour rejoindre les tempes. Et tout en haut de ce front interminable, un front renaissance, lui restait 3 ou 4 cheveux, pile au milieu. Mais face à l'adversité, Georges avait su, comme toujours, rester élégant. Il nous avait épargné la Boutefliquette, baptisé ainsi en hommage au président Bouteflika, qui constituait à laisser pousser ses cheveux d'un côté pour les rabattre de l'autre et camoufler la partie nue et charnue. Mais le crâne n'était pas ma seule obsession, même si j'avais dans un premier temps du mal à m'en détacher. Mon autre point de chute était ses lèvres. Il n'y en avait pas. Parti. Ou alors juste un filet qui balafrait son beau visage émacié. En fait, elles étaient rentrées. Elles existaient bel et bien, mais à l'intérieur. C'était un garçon en retrait. Il fallait être dentiste ou très amoureuse pour les deviner. Tout comme ses longs cils blonds presque blancs.
La première fois que je vis Georges, j'eus tous les loisirs de les observer. Il m'avait donné rendez-vous dans un salon de thé microscopique qui moud son propre café à l'ancienne, dans un de ces quartiers où tout ce qui est estampillé ancien semble synonyme de bien. Nous étions donc assis sur nos chaises en bois, le nez plongé dans des tasses à thé nippones, pas plus grandes que des dés à coudre, ce qui posait un problème au nez boulé, mais surtout la tête à 25 cm du percolateur. Impossible d'entendre quoi que ce soit d'autre que cette vieille rengaine du passé. Je compensais en prenant l'air émerveillé entre deux gargouillis, comme ma mère me l'avait appris, m'accrochant aux malheureuses bribes de phrases qui arrivaient en morse à mon cerveau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer. Mais j'étais mortifiée car il s'agissait là d'un rendez-vous professionnel. Le travail représentait pour moi la chose la plus importante, la plus énigmatique et désespérante au monde. Une entité qu'il me fallait pénétrer à tout prix et très vite au risque de ne pas m'en remettre. Et Georges, en me fixant rendez-vous dans un café, près de son bureau, qui plus est, me signifiait clairement qu'il n'avait pas la vie devant lui. Aussi, plus le temps filait, plus je me résignais à l'idée de passer pour la ravie du village, et plus je voyais ma carrière, mon indépendance, ma liberté s'envoler vers une destination inconnue. Je regardais bouger ses lèvres, comme au cinéma muet, en me demandant quelle sensation cela pouvait bien procurer de les embrasser. Décidément, cela m'intriguait, et en pensant qu'il faudrait vraiment que je me mette un jour au café. Après plusieurs va-et-vient, j'ai fini par entrer dans son lit. Avec mon caleçon et ses BD, en guise d'armure et de bouclier. J'ai passé l'âge de dormir avec une fille sans la toucher, m'a-t-il prévenu. Il était allongé, sur le dos, à mes côtés. J'ai glissé ma main sous sa nuque, entre son cou et l'oreiller, et j'ai senti sa peau un peu plus flottante que la mienne. Douce, duveteuse et molle, ce fut notre premier contact. Le lendemain matin, je le quittais. Et ainsi de suite. Je mettais la journée à m'affaiblir, je l'appelais le soir, j'allais dormir chez lui, je découvrais émerveillé que l'on peut prendre du plaisir autrement que par hasard, et je fuyais, dégoûté, dépotrominé. Lui m'apprivoisait lentement, s'asseyant sur ce que je pensais être sujet de vexation et me rendant ma liberté à bon escient. Ça n'est pas grave. Ça ne changera rien entre nous. N'hésite pas si tu as oublié quelque chose, me répétait-il, fin tacticien, sans jamais se départir d'une certaine ironie. Je repartais, ragaillardi, en pensant m'être fait un ami pour la vie, un truc de fille. Je humais le vent frais du matin, je regardais dans le ciel de la Concorde, le plus beau de Paris, je remontais le fleuve encore lisse et vierge, j'étais libre avec la journée devant moi, et pas loin, la vie. Mais, le soir, l'angoisse refaisait surface, l'envie de le voir ou de la partager. Et puis, un matin, la nausée m'est passée. J'avais fait le plus dur. Cet amour n'était pas naturel, et pourtant, je m'étais donné un mal considérable pour qu'il ne voie le jour. J'avais intrigué, téléphoné, déjeuné. J'avais choisi des tenues chamarrées, pris les devants. Surtout, j'avais surmonté mon écœurement pour ce vieux corps sexy qui m'attirait. Je me réconfortais en constatant que plus on vieillissait, plus on aimait les choses dégueulasses, les trucs qui puent, l'inconnu. Le caviar, le fromage, les huîtres sont des trucs de vieux. Comme les partouzes. Le mécanisme est aussi vain qu'éculé. S'enfoncer dans le scabreux pour retrouver, paradoxalement, la pureté des sensations premières. Proust, sur le tard, avait, paraît-il, besoin de voir des rats s'entretuer pour bander. Et quand on est jeune, on aime le chavroux et les souffrances de Werther. À partir du moment où j'ai pu rester pour le petit déjeuner, tout est rentré dans l'ordre ou presque. Au début, jusqu'à ce qu'il oublie, Georges refusait catégoriquement de me donner la main dans la rue.
la peur sans doute de passer pour un vieux satyre. Avec ses longs manteaux noirs, il avait quelque chose d'un Monsieur le Maudit. Avec ses longs manteaux noirs, il avait quelque chose d'un M le Maudit de Fritz Lang. Et il m'attrapait le bout des doigts sous les échafaudages, dans des ruelles désertes ou des impasses. C'était d'autant plus étrange que cette relation lui brûlait les lèvres. Quelques jours après les débuts de notre très discrète liaison, il avait ainsi croisé une vieille amie qui déposait ses enfants au lycée. Alors qu'elle s'enquérait de ses amours, il ne put s'empêcher de tester la nouvelle, de lui cracher le morceau. « Quel âge » avait-elle demandé en retour. « 21 ans » l'avait-il assommé. Elle était remontée dans sa voiture sans autre forme de commentaire, mais semblait, d'après Georges, qui s'en rengorgeait presque, avoir perdu 2 tailles. Du coup, c'est moi qui insistais pour qu'il me prenne la main. Moi qui avais mis tant de temps à faire mes nuits, j'étais fière de m'afficher ainsi au grand jour à ses côtés, de provoquer. Quel drôle de ménage. Nous avons donc fini par trouver un terrain d'entente. Je lui donne la main, qu'il cache sous sa manche. J'ai souvent repensé à cette femme qui serait bientôt moi. Je l'imaginais sanglée dans un impair, remontant dans sa voiture, un peu tassée, maugréant, quel con, dans un créneau rageur à l'image de sa vie. Dans un premier temps, ce sont les femmes qui distribuent les cartes. Les hommes prennent tout ou presque. Après 40 ans, l'âge où les femmes se tournent vers Dieu, où l'argent, dixit Saint-Simon, mettons 50 ans aujourd'hui. Les rôles s'inversent et la revanche tombe. Il faut bien reconnaître qu'il est plus fréquent de croiser un vieux barbon avec une nymphette qu'une femme mûre avec un jeune amant. À moins qu'elle ne soit célèbre, on pousse le cynisme jusqu'à la République dominicaine. Mais peut-être que la notoriété, à l'instar de l'Amérique, a 10 ans d'avance sur nos mœurs et que bientôt hommes et femmes seront à égalité face à la jeunesse. En attendant, la femme à la voiture, elle, devait nous maudire. L'homme de 50 ans, l'âge de son mari, avec une gamine de 25 de moins. Quel lieu commun. D'autant que, jeunisme aidant, après les hommes de 50 ans, ce fut au tour des hommes de 40 ans de quitter leurs femmes de 30 ans pour des filles de 20 ans. Et aujourd'hui, ce sont les hommes de 30 ans qui, après 10 ans de purgatoire aux côtés d'une bêcheuse de leur âge, se marient avec des jolies de 19 et demi. Les hommes ont toujours voulu des vierges, de la polygamie sans les ex. La nouveauté, c'est que maintenant, ils les veulent jeunes. Ainsi, les femmes ont beau travailler, commander, gagner de l'argent, le dépenser, coucher avec qui elles veulent, bref, vivre comme des mecs, selon l'expression de Monsieur L, ou comme des PD. Célibataires et consommateurs, nouveaux citoyens modèles de nos sociétés, il n'en demeure pas moins une profonde injustice. Une injustice qui remonte à la nuit des temps et semble d'autant plus intolérable. À 40 ans et des poussières, 42 ans selon les experts, elles ne peuvent plus faire d'enfants. Peu importe qu'elles ont désir ou non, le symbole des marques offertes, comme la fleur de lys désignait autrefois les prostituées, la fleur de l'âge signifie qu'elles sont périmées, ravalées au rang d'objets de consommation, tel un vieux yaourt. Le fait de paraître 20 ans de moins ne fait qu'ajouter à la perversité. Certaines résistent mieux que d'autres, mais il y a quand même de quoi paniquer un moment. La fille de Georges m'a d'emblée détestée. Elle est le portrait craché de son père, avec ses cheveux longs, et le même air rageur et fier. Je ne connais pas son âge, mais elle m'arrive au ventre. À vue de nez, je dirais donc 7 ou 8 ans. Entre elle et moi, c'est la guerre des trois. La bataille pour tout. Le programme télé, le dernier yaourt aux fraises, et surtout qui passera le plus de temps auprès de son père. Chaque jour, les compteurs sont remis à zéro. Dernièrement, Georges a dû la rappeler à l'ordre, lui intimant de ne plus entrer dans la chambre sous n'importe quel prétexte, et à tout instant en frappant comme une damnée contre la mince cloison qui nous sert de porte et de rempart à ses assauts répétés.
Elle m'a foudroyé du regard, a fait demi-tour et n'en est plus jamais revenue. Avec son frère, nous avons 7 ans d'écart. Il n'a pas encore de guitare, mais en désire une ardemment. Il a 13 ans. Il lui suffit d'entrer dans une pièce pour que l'air se fasse rare. Il est impertinent et gentil, déambule maladroitement torse nu pour attirer le regard, s'engage dans une longue bataille, sourde de reproches contre son père, lequel m'entoure d'égards, se faisant cinglant avec ses enfants de peur que je ne m'envole. Le matin, il leur demande ainsi de ne pas faire trop de bruit quand ils partent pour l'école et que je traîne encore au lit. Le soir, il leur prépare à manger dans la cuisine, avant de sortir dîner en ma compagnie, car je suis la seconde chance, la deuxième vie. Pour ma part, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai mes parents. Mot compte double. J'en ai d'abord parlé à ma mère, avant de m'attaquer à la face nord, mon père. Elle était assise à son bureau, dans sa chambre, les yeux fixés sur ses dossiers. J'ai un peu tourné en rond, regardé par la fenêtre, bougé l'air pour attraper son attention en vain. Puis, n'y tenant plus, je lui ai annoncé la nouvelle. Je sors avec Georges. La réponse ne s'est pas fait attendre. Je ne sais pas comment tu peux, avec sa bouche en bande déviée. Les mères trouvent toujours le mot sympathique, celui qui va marquer et refaire surface insidieusement des années après, quand plus rien ne va. Je sentais pourtant qu'elle trouvait du charme à Georges, si ce n'est plus. Elle l'avait connu bien avant moi. Ils avaient déjeuné ensemble. Et toutes les mères sont ainsi. Elles commencent à apprécier leur gendre à la minute où il est parti. Un jour, excédée par ses remarques, je lui ai demandé avec qui elle me verrait. Comme ça, idéalement, afin que je puisse me faire une idée, éventuellement rectifier le tir avec le temps. Tu peux choisir qui tu veux au monde, lui avais-je dit. Même des acteurs, même des morts. Alors qui? Elle conduisait nerveusement. Le buste près du volant, la tête presque collée au pare-brise, la boîte de vitesse en main. À l'entrée du pont, au feu rouge, là où elle m'avait annoncé des années auparavant qu'elle sortait avec un sculpteur kabyle, elle s'est affalée sur son siège, a pris une longue inspiration, puis m'a dit l'air pénétré. Jean-Claude Hine. Jean-Claude Hine, que nous désignons toujours par son prénom et son nom, si bien qu'un de nos amis pensait qu'il s'appelait réellement Jean-Claudine, et qu'il venait du Luberon. Était un copain de ma mère. Une grande endive sympathique, quoique un peu molle, mais surtout pédée au dernier degré, comme tous les amis de ma mère. Le double effet musique classique. Parmi tous les acteurs, héros, révolutionnaires, mannequins, intellectuels, chercheurs, artistes, connaissances, amis, parents, passé, présent, avenir, qu'elle pouvait choisir. J'avais volontairement ouvert au maximum le champ des possibilités. Elle n'avait pensé qu'à une seule personne. Et il se trouvait que cette personne n'aimait que les hommes. Sans commentaire. Bien sûr, je savais qu'au fond d'elle, ma mère, petite fille limougeaude qui ne goûtait rien tant que les guabes du Sud, rêvait pour moi d'un grand mariage blond. Une cérémonie retransmise en direct à la télé, avec Léon Zitrone ressuscité pour l'occasion. Elle voulait que j'épouse le prince Charles, ou son fils, ou un neveu. Elle voulait une traîne d'1 kilomètre. Elle voulait que ses copines crèvent de jalousie et que son coiffeur, une espèce de chose tirée et perpétuellement calcinée qu'on appelait grille-pain parce qu'il avait l'air d'en sortir, lui garde des pages de gala. Bref, elle se voyait Camilla Parker Bowles, chapeau fou au vent et chauffeur dans la Jaguar qui attend. La particule, c'est le fantasme ultime d'intégration. Tous les bourgeois vous le diront. Et ma mère, toute sa vie, avait cherché à plaire, à se réinventer, pensant son histoire trop médiocre pour intéresser des gens qu'elle surestimait. C'était une conteuse née. Tout ça parce que ma propre mère, une musicienne dure, drôle,
exigeante et toujours impeccablement mise, lui avait dit un jour, sa propre mère, pardon, lui avait dit un jour qu'il y avait des endroits où elle n'aurait jamais ses entrées. On est ce que l'on est. De quoi motiver et complexer à vie. Je n'ai pas eu ce problème. Grâce à elle et à mon père, je n'ai pas eu à monter sur Paris, ni dans l'échelon social. Je n'ai pas eu à revendiquer autre chose que ce que j'étais. Sauf peut-être vers 12 ans, quand on se rêve l'enfant de n'importe qui, plutôt que de ses parents. Je suis née au centre, bien entourée. Quant à ma mère, c'est une autre affaire. Enfant, il voulait que j'épouse un champignon olympique. Un champignon olympique. Il voulait que j'épouse un champion olympique pour régénérer mon sang et le sien, davantage normand qu'italien. Parce qu'entre les rhumes à répétition, mon teint hâve et la tachycardie, il trouvait qu'un coureur de fond, un lanceur de marteau ou même un nageur qui chose du 54 ne pouvait que me faire du bien. Et pour couronner le fantasme, il le rêvait noir, l'équivalent, j'imagine, de la catholique pratiquante en version masculine. Tu comprends, Big, tu fais un peu fin de race, m'expliquait-il. Fin de race, je ne sais pas. Fin de lignée, c'est sûr. Ni cousin, ni neveu, ni frère, ni sœur, ni rien. Je suis la fille unique. La descendance. Et descendance n'est pas un vain mot. Mon père avait donc tout prévu. Un enfant par immaculée conception, qui porterait bien évidemment son nom, et auquel il lui avait déjà trouvé un prénom, fille ou garçon. Lui-même n'avait jamais connu son géniteur, dont il portait le pétaradant patronyme. Un marin italien de passage, qui avait fait 2 enfants à ma grand-mère, une solide fermière normande, grande pour sa génération et belle comme une actrice, avant de mettre les voiles. Qu'à cela ne tienne, ma grand-mère qui n'avait pas eu de père non plus, ces choses-là se transmettent plus certainement que la couleur des yeux, quitta son bled et l'opprobre, ouvrit un bistrot à Cherbourg, puis sur l'autoroute Paris-Normandie, et ainsi de suite jusqu'à l'avenue Montaigne. Mon père était habillé sur mesure et choyé comme on l'imagine, mais retournait pour ses vacances au bled. Là, il retrouvait les vaches, la jument qui pète, les maisons frileuses, la cousine lubrique, les gens blancs et confits dans le calva, mais aussi les booms à la Carteret et les virées en scooter. Un jour, Grille-Pain, le coiffeur de maman, m'avertit qu'une cliente du sud lui avait causé d'un vieux Ruggieri, mal en point, qui pourrissait dans les environs de Cassis. Personne n'a relevé. Tout ça pour dire que Georges n'était pas le gendre idéal, mais... Tant que vous ne faites pas d'enfants, je reste leur fille, eux restent jeunes. C'est ainsi qu'il a réagi.